Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la première partie du livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2. Dans ce livre, il nous présente ces deux types de systèmes de pensée que nous avons et leur influence réciproque entre eux. Comme il dit, ce sont des nombres arbitraires pour comprendre de quoi on parle, mais au niveau physiologique, il n'y a pas vraiment deux systèmes de pensée. C'est plutôt deux types de pensée. Il y a la pensée rapide et la pensée lente. Le système 1 fonctionne de façon automatique, rapide et sans aucun effort ni contrôle conscient. Il est à l'origine de nos intuitions et impressions. Par exemple, lorsqu'on entend un bruit soudain et qu'on se tourne vers la source de ce bruit, ou lorsqu'on conduit, même si c'est un comportement appris, ou encore quand on demande à résoudre une simple équation comme 2 plus 2. En fait, la réponse, elle vient directement à l'esprit. Le système 2 est ce qu'on appelle la pensée lente et délibérée. Il demande de la concentration et de l'effort. Par exemple, lorsqu'on recherche une personne spécifique dans une foule, calculer 17 fois 34, ou quand on est sur ses gardes quand on conduit de nuit. Il est associé aussi à l'expérience subjective, c'est le soi conscient. On s'identifie au système 2 lorsqu'on pense à nous-mêmes. Une de ses missions, c'est de réguler les impulsions du système 1. C'est lui qui surveille et contrôle nos comportements, par exemple lorsqu'on reste poli malgré une colère ressentie. Dans la vie de tous les jours, on fait généralement confiance à nos intuitions et impressions, et la plupart du temps, elles sont acceptées par notre système 2, et ça lui sert de base pour choisir et agir dans le monde. Mais le système 1 est plus influent sur notre expérience que ce qu'on pourrait penser à première vue, et il est parfois source d'erreurs. On va s'intéresser plus en profondeur aux caractéristiques de ces deux systèmes et leur interaction. Une de ces caractéristiques du système 2, c'est qu'il est épuisable. C'est-à-dire que l'utilisation de ce système 2, il demande, comme on l'a vu, un contrôle de soi et un effort cognitif. Il peut donc en résulter un épuisement. Par exemple, les gens à qui on demande d'effectuer une tâche cognitive complexe tout en leur présentant une tentation sont plus susceptibles d'y céder. Roy Baumeister montre qu'un effort volontaire, qu'il soit émotionnel, cognitif ou physique, puise dans un réservoir commun d'énergie mentale. Il est donc normal qu'en fin de journée on ait envie d'opter pour des décisions faciles au lieu d'y réfléchir, ce qui peut être utile à savoir lorsqu'on essaye de mettre en place de nouvelles habitudes ou comportements. C'est la même chose lorsqu'on arrive à la caisse du supermarché où il y a tout un tas de petits consommables. Après avoir pris des décisions tout au long de nos courses, on est plus susceptible de céder à un achat compulsif sur la faim. Baumeister a également montré qu'une activité mentale difficile puise dans nos réservoirs de glucose. Il en a observé une chute dans le sang. Et cet effet peut être contré par l'ingestion de glucose en buvant une limonade, par exemple. Cet effet d'épuisement de l'ego, comme il l'appelle, a été également démontré lorsqu'on a observé le comportement de certains juges. En effet, ils sont plus susceptibles de rendre des décisions faciles, c'est-à-dire des rejets de demandes, lorsqu'ils ont faim. Après leur pause, le taux d'acceptation est au plus haut et décroît systématiquement jusqu'à leur temps de pause. En plus d'être épuisable, le système 2 peut parfois se montrer paresseux. Considérez le problème suivant. Une batte et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Il y a également aussi le syllogisme de la fleur. Toutes les roses sont des fleurs, certaines fleurs fanent vite, donc certaines roses fanent vite. À première vue, ces problèmes suggèrent une réponse facile qui vient directement à l'esprit. On se dit que la balle coûte 10 centimes. Mais si la balle coûte 10 centimes, et que la batte coûte 1 € de plus que la balle, c'est-à-dire que la batte coûte 1,10 € et 1,10 € plus 10 centimes, ça fait 1,20 €. La balle doit coûter 5 centimes, car si la batte coûte 1 € de plus que 5 centimes, c'est-à-dire 1,05 €, 1,05 € plus 5 centimes, ça fait bien 1,10 €. Concernant le syllogisme des fleurs, il n'est pas vraiment correct, car certaines fleurs ne veut pas dire toutes les fleurs. Il est possible que certaines fleurs ne fanent pas vite, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il n'y ait aucune rose parmi les fleurs qui fanent vite. Ces exemples montrent qu'on a souvent confiance en nos intuitions, parfois même un peu trop. Lorsque le système 1 est impliqué, la conclusion vient d'abord et les arguments ensuite. C'est difficile de vérifier ses impressions, ça demande un effort. On a tous la capacité de vérifier de façon délibérée ce qui provient de notre système 1.
C'est d'ailleurs une des caractéristiques du système 2 qui varie selon chaque personne. On échoue à ces problèmes juste par manque de motivation. On saurait résoudre ces problèmes et on en résout des plus complexes dans notre vie. C'est juste qu'on est fortement tenté d'accepter une réponse séduisante et superficiellement plausible qui vient aisément à l'esprit. C'est en cela que le système 2 est paresseux. Considérez ces deux mots. Banane, vomi. En les voyant, vous avez sûrement ressenti une sensation désagréable, une aversion pour la banane car votre cerveau a créé un scénario flou où la banane était responsable du vomi. Ce mécanisme qui cause ces événements mentaux, c'est l'association d'idées. La plupart du temps, cela se passe de façon inconsciente, des mots, des expériences peuvent en fait amorcer des idées et des choix. Lors d'une expérience, les sujets étaient invités à mentir à une personne imaginaire, soit par écrit, soit par téléphone. Puis on testait sur eux quel produit ils allaient préférer. Ceux qui ont menti par écrit ont préféré le savon, et ceux qui ont menti par téléphone ont préféré le bain de bouche. Ces expériences surprennent souvent les gens, car de notre point de vue, ça ne correspond pas vraiment à l'expérience subjective qu'on a. Le système 2 croit que c'est lui qui est aux commandes, alors que ces phénomènes d'amorçage se déroulent dans le système 1. En réalité, le système 2 accepte les suggestions, impressions et intuitions du système 1 la plupart du temps, et ce sont celles-ci qui façonnent le comportement par la suite. Le système 1 est rapide et inconscient, on a généralement foi dans ce qu'il nous fournit, et souvent ça marche, mais il peut être influençable et être à l'origine d'autres erreurs systématiques dans nos intuitions et impulsions. Les éléments que vous voyez sur ce schéma-là constituent ce qu'on appelle l'aisance cognitive. Quand on perçoit une de ces choses-là ou plusieurs, cela peut créer des illusions cognitives. Par exemple, l'illusion de souvenir. Si on vous montre des noms inventés de toutes pièces, comme par exemple celui de David Stenbill, quelques jours plus tard, si vous devez vérifier des noms de célébrités sur une liste, en voyant ce nom, il sera plus facile à lire, plus clair et il paraîtra familier. Vous ferez donc l'expérience d'une plus grande aisance cognitive en percevant ce mot, et donc vous serez davantage susceptible de le considérer comme connu. C'est une illusion. Une autre expérience consistait à exposer des sujets qui lisaient un certain journal à des mots turcs dans un encadré publicitaire en première page, et des mots qui n'ont aucun sens pour eux, comme par exemple kadirga. Certains mots étaient publiés une fois, d'autres 25 fois. Les mots les plus publiés étaient jugés favorablement par rapport aux autres. Le psychologue Robert Zajonc baptisa cet effet l'effet de simple exposition. Et cette étude a été renouvelée avec d'autres caractères, des visages, etc. Ça fonctionne d'autant plus que le stimuli est inconscient pour l'individu. Et il est évident du coup que le système 1 peut réagir à des impressions d'événements dont le système 2 est totalement inconscient. Zajonc explique pourquoi cet effet est si puissant. Selon lui, l'exposition répétée à un stimulus est profitable à l'organisme dans ses relations avec son environnement animé et inanimé immédiat. Elle permet à l'organisme de distinguer les objets et les habitats qui sont sûrs de ceux qui ne le sont pas, et elle constitue la base la plus primitive des liens sociaux. L'humeur a une influence sur le fonctionnement du système 2 et du système 1. Quand on est mal à l'aise et malheureux, on est moins créatif et intuitif, car la mauvaise humeur montre qu'il y a peut-être un danger, et cela active la vigilance du système 2. Une humeur joyeuse relâche le système 2. C'est un signe que l'environnement est sûr et qu'on peut baisser sa garde. On sera donc plus créatif et intuitif, mais aussi plus sensible de faire des erreurs de logique. L'aisance cognitive est donc à la fois la cause et la conséquence d'une sensation agréable. Intéressons-nous un petit peu à ce qu'il appelle la mécanique des jugements. Le système 1 évalue ce qui est normal pour nous en mettant à jour notre modèle mental du monde. Je cite, « Ce modèle est construit par des associations d'idées entre des circonstances, des actions et des résultats. Ces liens déterminent notre interprétation du présent et ce qu'on attend de l'avenir. Par exemple, si je croise une voiture en feu sur le bas-côté de la route, je serai surpris. Mais si je vois la même scène le lendemain, ça me paraîtra davantage normal. Je sais dorénavant à quoi m'attendre. En quelque sorte, mon modèle mental a été mis à jour. Le système 1 est toujours à l'affût de ce qu'il se passe dans notre environnement, si les choses sont normales ou non, s'il y a une menace ou une opportunité à saisir. Ce mécanisme, on l'a hérité avec l'évolution et il n'a pas été déconnecté depuis. Par exemple, on est très doué pour évaluer au coup d'œil le visage d'un inconnu, à quel point il est fiable ou hostile. La forme du visage, le sourire par exemple, donne des indices sur ses intentions.
et on émet constamment, de façon automatique, ce genre de jugement. Notre cerveau, c'est aussi une machine à tirer des conclusions, parfois hâtives, comme dans le cadre de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est la perception d'une situation ou d'une personne en fonction d'informations sélectionnées qui vont principalement dans le sens de l'émotion de la première impression. L'interprétation des informations est en fait façonnée par l'émotion de cette première impression. Ça correspond au dicton « il ne voit que ce qu'il veut voir ». Si nous pensons qu'un joueur de baseball est beau et athlétique, par exemple, on manquera pas de croire qu'il lance aussi bien la balle. En jugeant certaines caractéristiques positives, cela a tendance à rendre positives d'autres caractéristiques de la personne. Et l'effet de halo fonctionne également dans l'autre sens. Si on trouve qu'un joueur est laid, on sous-estimera probablement aussi ses capacités sportives. L'effet de halo permet de garantir la simplicité et la cohérence des explications. Les gens bien ne font que des bonnes choses et les gens méchants sont totalement mauvais. Par exemple, Hitler aimait les chiens et les enfants. Ça choque, car cette pensée est totalement incohérente avec l'image qu'on a de lui. Une autre façon dont le cerveau tire des conclusions hâtives, c'est au moyen de ce que l'auteur appelle covera, ce qu'on voit et rien d'autre. C'est le fait de tirer des conclusions sur la base d'informations limitées. Le système 1 est en quête constante de cohérence, et en y ajoutant la paresse du système 2, cela fait que ce dernier approuvera beaucoup de convictions intuitives et impressions engendrées par le système 1. Le système 1 est fait pour tirer des conclusions sur la base d'informations limitées. Il n'est pas conçu pour comprendre si ces conclusions sont hâtives ou non. Avec Covera, seules les preuves dont on dispose comptent. C'est la cohérence qui suscite la confiance dans notre jugement. Moins on en sait et plus il est facile d'en faire un tout cohérent, car il y a moins d'éléments à faire rentrer dans le puzzle. Ça explique pourquoi on peut penser rapidement et à quel point on peut donner du sens à des informations partielles dans un monde complexe. Souvent, mais pas toujours, ce mécanisme il fonctionne car l'histoire cohérente qu'on crée, elle est assez proche de la réalité pour permettre d'agir. Peu importe la question, on a souvent une réponse qui nous vient à l'esprit. Et c'est grâce à l'heuristique. L'heuristique, c'est un moyen qui permet de trouver des réponses à des questions difficiles. En gros, si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas le résoudre, vous allez le substituer avec un problème plus facile dont vous avez la réponse. Par exemple, si on vous demande si vous êtes satisfait de votre vie ces temps-ci, l'heuristique généralement appliqué sera de se demander quelle est mon humeur à ce moment précis. Dans une étude, ils ont posé 2 questions à un panel d'étudiants. Combien de fois êtes-vous sorti le mois dernier ? Sorti dans le sens avoir des rendez-vous amoureux. Et la deuxième question était êtes-vous heureux ces temps-ci ? Dans les résultats, on observe que ceux qui sont le plus sortis s'estiment les plus heureux, et inversement. Ceux qui sont souvent sortis se sont souvenus d'une émotion positive, et les autres d'un aspect négatif lié à la solitude et au rejet. L'explication, c'est que, en répondant à la deuxième question sur le bonheur, cela demande une certaine réflexion, alors qu'ils avaient en tête l'émotion suscitée par la première question. Cela leur fournissait donc une réponse disponible immédiatement, et ils ont donc répondu à la deuxième question comme si on leur avait demandé « sont-ils heureux dans leur vie amoureuse ?» Le système 1 a fourni sa réponse toute prête. Cette étude a été reproduite également avec pour première question quelque chose qui touche aux relations familiales, aux finances personnelles, etc. Dans chaque cas, la satisfaction d'un domaine précis domine la réflexion sur le bonheur. L'état d'esprit du moment et les informations à disposition ont un rôle écrasant lorsqu'on interroge les gens. C'est vraiment une bonne illustration de Covera, ce qui nous vient facilement à l'esprit et rien d'autre. Voilà pour ce qui concerne le résumé de la première partie de son livre. On peut voir que le système 1 est toujours actif et en quête de cohérence, il suggère en continu des solutions à un système 2 qui n'est lui-même pas infaillible.